Lamia? Azul flaouen, azul flaout, un Sophie Swen, غير تسداويث ثمازيغ ونبذو دغا تسداويث ثمازيغ ونبذو مازال تكمل داغن سي سراين ايون تساوي تيمليليث دغا لك ديال كازن لك تيلاوين كيكي غيك خدمن غاف ثمازيغ يكتيلين ذو النار الساقي لن يذنا Aujourd'hui, bon, avec nous un homme et une femme qui sont aussi des exemples dans l'engagement pour leur amazirité, pour leur culture berbère. C'est le titre de la conférence, c'est vraiment un thème très très intéressant comme on a rarement justement vu. L'amazirité en famille, une vision moderne dans l'engagement. Avec nous, Ms. Rachid Raha et Messa Amina Ibn Shir en direct de Rabat. Bonjour Rachid, bonjour Amina. Bonjour Azul et تنمية في صبرك النخ يسوي النخ راهم دي On vous remercie beaucoup d'avoir pensé à nous pour y contribuer au débat au sein de cette très belle initiative qui est l'Université européenne à Nazir. C'est nous qui vous remercions aussi justement d'avoir répondu à notre invitation et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous pour cette université d'été à Mazir. Avant de commencer de discuter avec Amina et Rachid sur leur engagement pour la mazérité, donc Amina, je dois dire que elle est gérante de la société d'édition et de production audiovisuelle depuis 2001. Elle est aussi la directrice du mensuel Le Monde d'Amazir, qu'elle gère aussi depuis 2001. Et Rachid, lui, il est co-gérant de la société d'édition de la production audiovisuelle avec Amina. Il est également journaliste professionnel donc, dans le monde Amazir. Et je rappelle aussi que Rachid, il était membre fondateur du Congrès mondial Amazir et il a tenu la présidence pour les années 1999 jusqu'à 2002 et aussi de 2008 jusqu'à 2009. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire et universitaire? Tout d'abord, merci beaucoup une autre fois. Je m'appelle Amina Ibn Shir, je suis native de Tafraout en 1966. J'ai 54 ans. Je suis venue de Tafraout à l'âge de 8 ans, 9 ans. J'ai fait mes études ici à Rabat. J'ai eu la licence en droit privé. Alors, j'ai continué à militer dans l'association Tamaïnout. J'ai introduit Tamaïnout en 1990 avec M. Hassan Belkhassa, M. Dremé et plein d'autres militants. En 1999, j'ai fait connaissance avec Rachid Raha à l'occasion de la conférence de presse du Congrès mondial Amazir. Et là, ça y est, on s'est connus, on a créé peut-être qu'on a créé la société, notre société, avant même de se marier. Alors, c'était en 2001, la société qui produit le journal Le Monde Amazir jusqu'à 2013, on a commencé à produire dans l'audiovisuel. Et voilà, le journal, maintenant, il a
presque 20 ans de son existence et on essaye toujours de bosser, de continuer afin qu'il soit sur le marché, qu'il soit le porte-parole des Amazirs ici au Maroc et en Afrique du Nord. Surtout qu'on a après le journal papier, on a créé même un site web, c'est www.amadal-amazir.press.ma, là où on essaye d'aborder beaucoup de sujets, d'informations, d'interventions au niveau de Tamazra. Je ne sais pas, est-ce qu'on a réussi, c'est vous qui va témoigner, mais on fait ce qu'on peut et on essaie de continuer sur ce chemin-là. Quant à moi, je suis né à la localité de Benensab, la province de Nador, qui est dans la tribu Mzoja, qui fait partie un peu de la ville de Milia, en 64. J'ai eu mes études dans la province de Nador, mon bac en 83 au lycée Mohamed Abdelkrim Khattabi de Nador. Et après, j'ai suivi des études de médecine que je n'ai pas du tout terminées à l'université de Bordeaux. Mais c'est grâce à Bordeaux, c'est vers les années 87, j'ai découvert comme quoi il existait d'autres Amazirs dans d'autres régions. Et juste après les événements un peu tragiques qui ont eu au sein de mon lycée à la ville de Nador en 84, ça m'a permis de prendre conscience de mon identité. Et surtout, je passais beaucoup de temps dans les bibliothèques de Bordeaux pour apprendre ce que c'est que la langue, l'histoire, la civilisation amazigh. Et c'était l'occasion, pour la première fois, j'ai eu des rencontres avec des Amazirs de la Kabylie, des Touaregs, des Amazirs de Tunisie, et même des Amazirs que je n'ai jamais vus, marocains d'autres régions, de l'Atlas ou de Sousse. Bon, avec un certain temps, ça n'a pas marché vraiment ma carrière de médecine. Mon père m'avait appelé à travailler avec lui durant 2 ans dans les mines à Nador, mais en 1991, il m'a permis de me libérer, de suivre encore mes études. Alors, cette fois-ci, c'était à la ville de Grenade. Et là, dès le début des années 90, à la ville de Grenade, après mon inscription en tant qu'étudiant, j'ai créé avec des amis étudiants RIFAN l'une des premières associations Amazir en Espagne, comme Colectivo de Comunicación et Estudios Amazir. Et j'ai eu aussi la chance, à cette époque, ça a été créé un centre des études ethnologiques. Alors, j'étais inscrit officiellement à l'Université des sciences, mais j'étais souvent à la faculté des sciences politiques et de sociologie, à suivre l'anthropologie politique et l'anthropologie sociale. Et j'ai collaboré fortement avec le centre Angel Ganibet des études ethnologiques. Et de Grenade, c'est vraiment m'a permis de développer surtout on va dire le thème amazigh dans le monde hispanophone. À travers les colloques, les conférences que j'ai réussi avec des amis, bien sûr, organisés à Grenade. On a publié, imprimé 10 livres, on diffusait des photocopies, et à tel point, avec le temps, avec notre association, on était les membres fondateurs du Congrès mondial Amazigh, avec l'avocat, notre maître Moustapha Saadi. On était les premiers à donner une conférence sur la culture amazigh invitée au Parlement européen par l'eurodéputé, notre ami de Grenade, Maria Esquierbo. Et en 1997, bien sûr, j'ai créé la fondation David Montgomery Hart, qui est l'un des plus grands anthropologues du monde
berbères, amazirs, et qui avait des études incroyables et qu'il était un peu abandonné, un peu marginalisé. Et le fait de créer une fondation à son nom, c'était lui rendre hommage. Et après sa disparition, il m'a légué une bibliothèque personnelle, une grande partie de sa bibliothèque. Et c'est une richesse incroyable sur la thématique amazigh ou sur l'histoire de l'Afrique du Nord. Alors, comme a dit Amina, une fois que j'étais élu président du Congrès mondial amazigh au Congrès de Lyon, avec le journal Tamazir d'Ahmed Dralni, il avait organisé la conférence de presse. Alors, j'ai connu Amina, je suis tombé amoureux d'elle. Et à partir de là, on se voyait souvent à des conférences à tel point, il m'a pris ici à Rabat. Et on a fait, à part le projet santé mentale, on va dire, familial, cette alliance entre nous, dès le début, on s'est compromis dans l'engagement en faveur de la lutte de la culture amazigh de manière ensemble. Et c'est pour cela qu'on a créé le journal Le Monde Amazigh, qui était le porte-parole des Amazighs du Maroc et bien sûr du Tamazgha et du monde. Et à partir de là, on a pu faire pas mal d'activités. Et surtout, ce que je faisais un peu à l'université de Grenade, à l'époque, ils nous appuyaient moralement et surtout financièrement. Pilar Aranda Ramirez, qui maintenant il est la recteur de l'université de Grenade, c'était d'aborder des sujets tabous, des sujets qui fâchent, des sujets où il y a beaucoup d'interdits, comme la guerre du Rif. Rachid, on va parler de tout ça tout au long de notre conférence. Et moi, j'aimerais revenir un petit peu parce que vous êtes avec nous aujourd'hui. On est ravis. On va apprendre justement à vous connaître avec Amina parce que vous êtes un couple engagé pour la mazirité. Donc, vous travaillez pour la culture, mais vous vivez aussi. Donc, vous êtes une famille. Là, on voit sur la photo, c'est Amina quand elle était petite. Oui, Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez grandi où? Parlez-nous un petit peu de l'enfance, Amina. C'est ma photo, c'était avant mon départ ici à Rabat. J'étais à Tafraout dans un petit patelin qui s'appelle Gdourt. D'ailleurs, que mon père prenait son nom, Ougdourt, c'est un surnom, c'est le nom qui portait le nom comme résistant. Et Tafraout, c'est un village, ou une petite ville, je peux dire ça, une petite ville plein de montagnes, plein d'oasis et tout ça. Alors j'ai vécu, c'est là-bas où j'ai mis, c'est là-bas que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans. J'ai quitté pour venir ici à Rabat pour me scolariser. Avec votre famille. Et Rachid, vous avez grandi où, Rachid? Moi, dans mon village natal qui est Beninsad, j'ai dû changer 3 ou 4 écoles. Et lorsque j'étais au lycée, je devais, durant 7 ans, aller toujours de mon village à la ville de Nador, qui sont 10 km. À l'époque, c'était un peu dur. Je restais bien sûr à Nador, prendre mon casse-croûte là-bas. Et après, j'ai voulu faire... mon ambition, c'était toujours de devenir biologiste. Mais j'ai fait, dans ma carrière, j'ai choisi de faire médecine pour faire plaire à mon père, d'avoir un médecin au sein de la famille. Ouais, et à la fin, ce n'était pas ma carrière. J'étais trop sensible, ça me faisait très mal les cadavres qu'on devait disséquer là
à Bordeaux, surtout les expériences sur les petites souris qui sont vivantes. Mais à la fin, peut-être je me suis retrouvé dans ma culture, dans l'histoire des Imaziens. Et là, c'était une vraie découverte. Et je me suis rendu compte, c'est un peu ce qu'on a de commun, Amina et moi. On est les fils des membres, on va dire, de l'armée de libération et de la résistance armée, qui se sont engagés pour l'indépendance du Maroc. Bien sûr, D'accord. de Nador, c'était dans l'armée de libération du Nord, et Amina dans la résistance armée. Alors on s'est rendu compte, c'est un peu le commun, eux ils ont fait la guerre pour chasser, on va dire, la colonisation hispano-française, mais malheureusement on n'a pas chassé une certaine colonisation intellectuelle du Proche-Orient, on va dire de l'idéologie bien sûr importée de là-bas, et cette idéologie a permis qu'il y a eu des crimes contre les membres de l'armée de libération, il y a eu des liquidations contre même le chef de l'armée de libération. Par exemple, je donne cet exemple, ça nous a fait beaucoup de problèmes sur Abbas Saadi, qui était bien sûr connu, assassiné sur l'ordre de Mehdi Gambaka. Ça, ce que vous nous montrez, Rachid, c'est vraiment le journal c'est le journal que vous dirigez? Exactement, que Kamina, il est la directrice. D'accord, d'accord. Donc c'est le journal, c'est le mensuel Le Monde Amazir, où vous traitez justement beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Je pense qu'on va venir et vous allez nous parler des différents sujets que vous traitez dans le journal. Juste pour finir un peu pour votre histoire, votre rencontre, parce que vous êtes à la fois justement engagé pour la mazirité et vous êtes un couple. Vous vous êtes rencontrés durant le congrès mondial Amazir et c'était le coup de foudre parce qu'il y a cette fibre-là pour la culture que vous avez tous les deux. Alors, comment justement cet engagement, comment il s'est déclenché pour travailler ensemble et surtout fonder une famille? Ben, l'engagement était là. Ce qui a déclenché, peut-être c'est le contrat de mariage, mais chacun était engagé dans son milieu. Moi, j'étais là et c'est à Rabat, je fais ce que je peux au sein de l'association Tamaïnout avec mes camarades. Et lui, Rachid était en Espagne, mais à l'occasion vraiment à l'occasion de la conférence de presse organisée par le journal Amazir en faveur congrès mondial Amazir, c'est là où on s'est vu et à partir de là ça y est, on a ce lien là. Peut-être maintenant nous sommes dans le même chemin, le chemin sentimental et le militantisme et le travail et tout. On ne se sépare pas sur tous les plans. Maintenant, c'est notre destin, il y est vraiment lié, il est très bien tissé. Et ça, cet engagement de mariage a eu comme fruit un garçon qui s'appelle Ziri. Et pour lui donner beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, on s'est dit qu'on se limite juste un seul enfant. Un seul enfant, parce que il faut donner de l'amour, il faut donner d'efforts et tout, et en même temps il faut donner à la cause amazigh, surtout dans les années 2000, 2001, 2000, jusqu'à il y avait même pas la reconnaissance de la culture amazigh, il y avait même pas l'institutionnalisation de la culture amazigh. On essaye
de plaidoyer, de faire la promotion à travers notre journal. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'a créé, c'est pour la promotion de la culture amazigh, de la langue amazigh, l'identité amazigh. On essayait de faire ce travail-là. Et on savait qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. Et pour équilibrer ça avec vraiment une grande famille, des enfants et tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, on remercie d'ailleurs notre fils Ziri qui lui aussi, il est comment dirais-je, il est compréhensif, il est dedans, je pense qu'il est baigné, il s'est imprégné un peu dans ce que vous faites. En plus, il n'a jamais réclamé des frères et des sœurs. Ah ben, j'allais vous poser la question à Rachid et Amina. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il réclame un petit frère? Il n'a jamais réclamé. Il voulait qu'on soit à lui, qu'il soit à nous. Alors, et ça tombe bien. Ça nous a fait tous les trois. Et même le choix de son prénom, on l'a fait en bouleversant les traditions. Tantôt le père d'Amina et mon père, il s'appelle Ahmed. Lorsqu'il est né, notre fils, 10 jours après la mort de mon père, tout le monde, de tous côtés, nous faisait la pression de lui mettre le nom d'Ahmed pour, comme ils disent, perpétuer exactement au grand-père. On leur dit non. Nous, on était militants nazirs, une nouvelle génération. On va ressusciter les prénoms à Nazir. Il faut qu'on donne l'exemple. Notre fils, ça va s'appeler Ziri. Et le fait. Et ça signifie quoi le prénom Ziri, Rachid? Ziri, c'est la lune. C'est l'une des grandes dynasties à Nazir qu'il y a en Algérie, les Zirides, qui ont créé la ville d'Oujda. Et surtout, et moi je le souligne beaucoup, qui est les Zirides qui ont créé l'une des meilleures villes d'Iran, qui est Grenade. Et là, une fois dans son école, il y avait beaucoup de ses camarades qui rigolaient de son nom. Alors la prof lui a dit, Zirid, de faire une dissertation à quoi il dit son prénom. Et lorsqu'il leur a parlé de la dynastie Ziri, de ce qu'ils ont fait, alors tout le monde, ils ont changé vraiment d'attitude envers lui. Bien sûr, tout le monde le respectait à cause de ce prénom qu'il détenait. Rachid, c'est très beau ce que vous nous racontez parce que voilà, il y a toute cette transmission-là et puis votre fils, il est imprégné déjà très tôt de toutes ces valeurs et de tout cet engagement pour son identité, pour sa culture. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup de femmes engagées comme Amina pour la mazérité, pour l'identité au Maroc? Malheureusement, non. Il faut le dire, malgré le fait. Je laisse l'homme qui parle. Je vais laisser Amina. Non. Ils sont rares. Ils sont vraiment rares. Et surtout, c'est un peu le paradoxe du mouvement Amazigh. On dit que c'est un mouvement qui défend surtout les droits des femmes et l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Mais malheureusement, les femmes amazighes ne sont pas vraiment engagées, sauf dernièrement s'il y a une nouvelle génération d'étudiantes au sein des universités, au sein des réseaux sociaux, mais dans le tissu associatif, ils sont toujours minoritaires. Et pourquoi, à votre avis, Amina, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup, il y a quelques-unes et je leur dis Ayouz, mais le problème c'est dû peut-être à l'éducation des hommes, même les hommes amazirs, ils ne sont pas vraiment amazirs, ça veut dire cette liberté, cette reconnaissance de la femme et de l'effort de la femme et tout ça. Il y a plein d'hommes
qui harcèle les femmes, qui n'encourage pas, qui ne laisse pas les femmes prendre des places dans les bureaux, même des bureaux des associations, même les conférences. On trouve des conférences, il y a plein d'hommes, il n'y a pas une seule femme. Alors, il y a ce problème-là, ce paradoxe-là. Les hommes, malheureusement, les militants hommes parlent de l'égalité entre femmes et hommes et tout ça, mais dans la vie quotidienne, il n'y a pas, ce sont des slogans, mais dans la pratique, malheureusement, c'est pas vraiment ça. C'est pas votre couple, c'est un exemple justement d'engagement oui, je peux le dire. Je peux dire que c'est 30% de mon énergie, de mon je sais pas, d'encouragement et tout ça, ça vient de Rachid. Il y a surtout comme il a dit, le premier rendez-vous lorsqu'on s'est connus en 2000, presque en 1999, il m'a dit comme ça. Et est-ce si on va se marier, on va continuer ce chemin de militantisme le combat. Et moi, oui, j'étais. Est-ce que vous pouvez nous commenter la photo qu'on vient de voir, Amina, là, oui, sur l'écran? Vous pouvez la remettre? Oui. Donc là, on va la remettre. C'est une photo de vous, justement. Alors, on attend juste d'avoir un peu la photo. C'est de la petite fille. Non, ça, c'est après, c'est la maman. Oui, c'est de Tafra. C'était l'an dernier, à l'occasion du festival de cinéma à Narouz. C'est un festival organisé à Tafra. C'est là. Voilà, elle est là, la photo. À Tafraout, les Rochers Peints, c'est une petite région à Tafraout. Ce sont des rochers que quelqu'un a peint de multicouleurs et c'est un lieu très, très, très visité par des touristes. Parce que vous êtes aussi présidente du festival Amarouz pour le cinéma à Tafraout. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce festival? Je suis la vice-présidente. C'est un festival de cinéma où on essaye d'allumer des lumières et de projeter des projections sur le cinéma amazigh marocain pour le moment, pour ces 2 ou 3 années, dans l'espérance qu'on ouvre les portes aux différents pays, Algérie, Tunisie et Algérie. Ici, la photo, c'est avec Monsieur Sedré Azaikou, Feu Sedré Azaikou et Monsieur Hamam. C'était l'occasion d'un dîner comme des membres de conseil d'administration de l'IRCAM, parce que j'étais membre de conseil d'administration de l'IRCAM. J'étais nommée par Sa Majesté Mohamed VI en 2002 jusqu'à 2010. Il y avait 4 ans, plus 4 ans, ça fait 8 ans. Et cette période-là m'a permis de faire et contribuer dans pas mal d'actions. Et peut-être le chapeau de tout ça, c'est la création de la chaîne Amazigh, dont j'ai participé comme journaliste. Et cette photo-là, c'est avec Monsieur Mohamed Shafiq. J'étais enceinte de Ziri et Madame Mariam Leila Nzian et Madame Mariam Dinati et Madame Halima Ghazi. Nous étions les 4 femmes membres du conseil d'administration de l'IRCAM à l'époque de Monsieur Mohamed Shafiq.
Comme on est en train justement de parler de vos actions culturelles sur le terrain à Rabat, Rachid, dans le journal Le Monde Amazir, vous avez traité certainement beaucoup de sujets tabous. Comment est-ce que vous pouvez nous parler, comment ça a été accueilli, reçu par vos lecteurs? Normalement, ça permet d'amener pas mal de connaissances que les gens méconnaissaient à l'époque. Par exemple, Amina et moi-même, à travers le journal Le Monde Amazir, on a le mérite d'ouvrir le débat sur Mohamed Abdelkrim Khattabi, la révolution du Rif. C'était l'une des premières activités à se faire dans la capitale du Maroc. Et durant cette activité qui nous a honoré la fille d'Abdelkrim, Il y a une photo. Je vous ai donné une photo de ce colon, toute une élite amazigh des 3 régions importantes de Maroc, pour ne pas dire des 4, que ce soit du Rif, Moyen Atlas, le Sud-Est et du Sud, se sont retrouvés autour de cette table ronde et ça a permis d'avoir des liens. Et ça nous a encouragés à faire d'autres activités, des colloques sur surtout la guerre chimique qu'avait fait la colonisation espagnole au Rif. Et après, on a sorti aussi le rôle de la France dans ce chapitre. Et on a réussi, et pour la première fois, c'était un sujet vraiment tabou, interdit, qui faisait peur aux autorités marocaines, de l'organiser en 2004 à Nador. Le moment où nous, on préparait la salle, Amina, il était tout le temps chez le secrétaire général du gouverneur en train de la convaincre d'annuler ce congrès international. Ils n'ont pas du tout réussi. Au contraire, après, on a fait d'autres colloques et en 2015, on a réussi à travers, moi-même, j'ai envoyé des lettres au nom de l'Assemblée mondiale amazigh au roi d'Espagne, Philippe VI, et au président François Hollande. Et tous les deux, ils ont eu le courage de me répondre au courrier de l'Assemblée en nous disant chacun, pour l'Espagne, c'était le ministère des Affaires extérieures qui va s'en charger à nous donner une réponse officielle sur cette chapitre, on va dire, du crime contre l'humanité qui est resté impuni des années 20. Et de côté de François Hollande, il m'avait dit, c'était le secrétaire d'État, des anciens combattants qui allaient nous répondre. Mais malheureusement, 5 ans après, on n'a reçu aucune réponse, sauf que l'ambassade d'Espagne nous a convoqués, on leur a donné des preuves, plus d'arguments, des archives, un tas de choses. Et là, à l'occasion de la bataille d'Anouel, on vient de les rappeler aux 2 chefs d'État de France, Emmanuel Macron et à Philippe VI, sur cette question. Là, c'est un congrès qu'on avait fait sur les peuples autochtones à la ville de Tiznit, avec l'appui moral et financier d'une fondation allemande qui collabore beaucoup avec nous, Friedrich Naumann, pour la liberté. Et il a le mérite aussi de nous financer l'Assemblée générale de l'Assemblée mondiale amazigh à Tiznit en 2011, à Ifrane en 2015 et dernièrement à Marrakech en 2018. Rachid, justement, j'ai vu le journal Le Monde Amazir et vous l'étiez aussi pour que le Amazir soit utilisé dans l'écriture, dans la vie de tous les jours. La majorité de vos lecteurs, parce que j'ai vu qu'il y a aussi c'est en français, il y a de l'écriture en français, en tifinagh aussi. La majorité de vos lecteurs les styles le journal dans quelle langue? Quel est le... Ils le lisent en langue arabe.
il y a toute une élite formée par le système, on va dire, d'arabisation après l'indépendance, que ça a été généralisé dans tous les pays d'Afrique du Nord et le Maroc y inclus. Alors, ce qui est écrit en arabe, c'est plus lu, ça vient en deuxième degré en langue française et en tabazerte moindre. On a eu l'expérience. Mais comment dirais-je, c'est normal parce que le Samazir n'est jamais introduit dans le système éducatif, n'est jamais introduit dans les moyens de communication et tout ça. Alors, même s'il n'est pas visité ou lu, mais ça viendra. Normalement, le journal, c'est un journal amazigh. C'est vrai qu'on traite les sujets amazigh, les problèmes amazigh, les thématiques amazigh en langue arabe, mais dans l'espérance que demain ou après-demain, on va les traiter en amazigh, son caractère tifina, parce que c'est ça le but, c'est ça notre but, notre engagement. Et ça viendra. Moi, je crois que la vie, c'est des périodes, et chaque période a ses stratégies, chaque période a ses moyens. Alors, ça viendra. Maintenant, c'est le moment de plaidoyer. Et c'est bien. Maintenant, peut-être demain ou après-demain, ça viendra le moment d'application. Et lorsque la Tamazir sera appliquée par des lois et par des textes juridiques et tout ça, c'est vrai, au lieu de mettre l'arabe en 16 pages, on va mettre Tamazir, ou même créer un journal à part entière en Tamazir et en français et en arabe. Et vous avez choisi au Maroc justement la transcription de la langue tamazigh en tifina? Exactement, c'était en 2013 et en 2003, pardon. J'étais membre de conseil d'administration de l'IRCAM. On a opté pour le Tifinagh et Sa Majesté a accepté et avec lui c'était 34 même partis politiques qui ont accepté et maintenant ça y est, on considère le caractère Tifinagh, c'est le caractère officiel de la langue officielle tamazigh, même par la constitution et par même les lois organiques de Tamazigh, de Tamazigh, de la langue amazigh. Moi, j'aimerais bien ajouter sur le fait que le Tifinagh, vraiment, les gens s'identifient beaucoup. Et nous, à travers notre journal, tout le temps, on accompagne les constructions des écoles communautaires d'une fondation bancaire ici au Maroc, dirigée par Dr Leila Mziane Benjeloun. Et dans ces écoles, il enseigne les 3 langues, on va dire, au primaire. L'arabe avec la graphie arabienne, le français avec le caractère latin et le tamazigh avec le tifina. Ce qui est extraordinaire, c'est que les élèves, même si ce sont des régions arabophones, ils apprennent facilement le tifina à lire et à écrire. C'est incroyable, plus que l'arabe avec son caractère ou le français avec la graphie latine. C'est quelque chose, ça a donné des résultats. Et ce qui a permis, on l'explique, qu'il y a eu une résistance incroyable au Maroc contre la généralisation de l'enseignement de la langue amazigh. Le fait qu'ils ont passé des dizaines, des décennies de la politique d'arabisation, ça n'a pas donné vraiment de bons résultats. Et en 2003, lorsque ça a commencé l'enseignement de l'amazigh, ils ont vu que les enfants, il y a une interaction, il assume, il apprend, il aime ces cours de tamazigh. Ça, bien sûr, ceux qui sont au sein du ministère de l'Éducation nationale
sont des nationalistes arabistes. Ils ont fait tout, des blocages. Il y a un grand problème maintenant. On essaie de le dénoncer à travers l'Assemblée mondiale amazigh, à travers notre journal Le Monde amazigh. C'est que le fait que le Maroc essaie de généraliser le préscolaire, il n'a pas du tout inclus la langue amazigh. C'est comme ils veulent tuer l'amazigité dans les premières années de l'enfant. Donc, dans le préscolaire, je pense que c'est à l'âge de 5 ans que les enfants commencent justement à y aller à l'école, avant, 3 à l'âge ans. de 3 ans. Oui, 3 ans. Et donc, il n'y a pas l'apprentissage de la langue. Malheureusement, il n'y a pas la langue maternelle. Normalement, à 3 ans, l'enfant doit parler, doit apprendre sa langue maternelle dans les crèches, dans les infantiles, l'école Primaire, on appelle le préscolaire. le préscolaire, voilà. Mais malheureusement, non, il n'applique pas. C'est l'arabe classique et le français. Donc finalement, il faut passer par d'autres chemins pour transmettre cette langue, pour l'apprentissage et l'enseignement de cette langue. Rachid, votre mensuel, vous êtes à quel numéro actuellement au jour d'aujourd'hui? Là, hier, on a envoyé à Casa le numéro 234. Super. C'est un mensuel. 19 ans qu'on résiste. Est-ce qu'il y a une version numérique de ce mensuel, de ce journal amazigh? Sur le site qu'il est écrit ici, Amaval. Vous pouvez nous montrer ça justement à l'image pour que ceux qui nous suivent. Ça veut dire amaval-amazigh-press.ima. Il y a tous les archives d'une dizaine d'années des journaux qui ont passé. Et en plus, ça sert beaucoup et c'est une référence pour pas mal d'étudiants et chercheurs des États-Unis, du Canada, d'Allemagne ou d'Europe pour faire des études, des recherches sur le mouvement amazigh ou la culture amazigh. Et le journal, c'est une référence parce qu'il trouve un peu l'évolution du mouvement amazigh, ce que ça a été fait, ce que ça a été encore fait et les débats qu'il y a eu déclenchés. Il y a aussi, moi je voudrais bien le souligner, à travers notre journal, on a ressorti un débat fort intéressant nationalement, c'était un peu sur la régionalisation politique. Notre journal, il a le mérite d'organiser un colloque international en 2007 à Nador et en 2008 à la ville de Nador pour parler un peu de cette question qui est très importante de décentraliser le pouvoir, en quelque sorte, de régions autonomes. Qu'est-ce que vous entendez parler de la régionalisation politique? C'est une régionalisation, malheureusement à la fin, lorsque l'État marocain il t'ouvre la porte pour les discussions, il te permet de faire des débats, ce qu'on a fait organiser, mais là, à la fin, il est branché sur le modèle français de la régionalisation. Alors qu'on le sait, dans les pays européens, la France n'est pas vraiment un bon exemple. D'autres exemples qui ont très bien réussi, vous avez l'Allemagne, la Belgique, même l'Italie ou l'Espagne. Alors, lorsqu'on parle de régionalisation politique, on ne veut pas dire la régionalisation administrative ou qui est un découpage territorial sur des considérations sécuritaires et électoralistes seulement. Par contre, nous, on veut que dans les régions, il y a un certain parlement de l'autoreprésentation de ces régions, parce que les problèmes des régions périphériques, là où ils sont habités la majorité des amazighnophones, c'est eux qui connaissent le mieux leurs problèmes. Et c'est eux qui peuvent donner des solutions à ces problèmes si on veut freiner un peu l'exode rural, l'immigration vers l'Europe et permettre qu'il y ait un développement économique et social au sein de ces régions. C'est la meilleure formule dont ça a marché partout dans les régions qui l'ont appliqué. Et les États centralisés, ils souffrent de ce problème. Mais on est toujours là, on sera toujours de le revendiquer. Oui, donner un peu plus de pouvoir aux régions et décentraliser un petit peu certaines questions économiques
et culturelle notamment. Vous êtes un exemple, justement, un couple, un exemple on va dire, dans la mazirité en famille. Et vous faites des choses ensemble. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous faites ensemble et d'autres séparément. Amina, vous faites aussi dans la production audiovisuelle et vous produisez une émission pour l'apprentissage de la langue tamazight au Maroc. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de vos actions que vous faites au niveau national? Oui, oui. Alors, ça, c'est une… L'Assemblée. Je commence, c'est l'Assemblée. C'est une photo prise à l'occasion de l'Assemblée, du congrès de l'Assemblée mondiale amazigh à Marrakech. Et il y a Rachid, moi, Monsieur Olaf, qui était le président de la fondation Friedrich Naumann, et avec notre collaborateur et ami et journaliste Montasser Itri. Merci Amina pour toutes ces précisions. Le programme, alors la société Édition Amazigh, comme j'ai dit, le premier produit c'était le journal, mais on a introduit la production audio visuelle, et on produit une émission de l'apprentissage de la langue et la culture amazigh. Pour les noms amazigh, les grands, les noms amazigh, et c'est une autre expérience. Là, on essaye d'enseigner le tamazight avec les caractères latins d'une façon tifinagh, d'une façon moderne, et en appliquant les meilleurs outils pédagogiques, ainsi que des thèmes faciles, des thèmes qui sont de quotidien, qui intéressent tout le monde. C'est pour faciliter l'apprentissage, faciliter l'interaction avec l'émission. Et maintenant, je viens de finir le tournage de la sixième édition de cette émission, et voilà, qui s'appelle Amiri, et vous pouvez la regarder sur la chaîne Tamazight, la 8 chaque samedi, et la rediffusion le dimanche. Et Rachid, vous occupez aussi des actions au niveau international. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de quelles actions vous menez à l'échelle internationale, toujours dans votre engagement? Oui, bien sûr, surtout au sein de l'Assemblée mondiale amazigh, comme l'ONG qui défend les droits des Amazighs à l'échelle internationale. On essaye de faire des rapports sur les violations des droits de l'homme dans les régions d'Afrique du Nord, mais le fait qu'on est installé ici au Maroc et à Rabat, la majorité des rapports, ils ont été en relation avec l'État marocain. On a abordé la question des terres collectives, la question des droits économiques, sociaux, mais surtout, on a réussi à convaincre les Nations Unies comme quoi l'État marocain pratique une politique d'apartheid contre les Amazighs. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo, Rachid, où on voit le drapeau amazigh avec un autre drapeau? C'est le drapeau kurde, c'est un des peuples amis et solidaires avec les Amazighs. Là, c'est la dernière assemblée mondiale amazigh qu'on a eue en février 2018 à Marrakech. C'était fait en hommage
à la femme Amazir. Et on avait rendu hommage à Nadia Matoub, la femme. Oui, on la voit ici, Nadia Matoub, la femme du rebelle Matoub Lounès. Avec des armées kurdes à côté et des Amazirs qui sont venus un peu partout, d'Afrique du Nord, d'Europe, mais la grande majorité, bien sûr, de Maroc, de la Mauritanie. Des Touaregs avec nous dans cette rencontre. Et c'était vraiment, moi que j'ai assisté presque à des assemblées générales depuis la création du Congrès mondial Amazir jusqu'à cette assemblée, c'est l'une des meilleures qui a été organisée avec un haut, disons, débat intellectuel. On avait invité de grands chercheurs comme Antonio Arnaiz Villena, qu'à travers l'anthropologie génétique, il explique un peu les origines des Amazirs. Il y avait Youssef Boukbout, l'un des plus grands archéologues marocains, qui donnait une complémentarité aux origines des Amazirs avec les dernières recherches qu'il y a, et c'est très riche ici au Maroc. Et en plus, notre journal, le Suisse et Recherche internationale et archéologie, comme quoi on a organisé toute une visite à Adran Neroud en arabe, qui est le berceau de l'humanité, le berceau de tous les peuples du monde. Bien sûr, il y a à l'échelle internationale, il y a aussi les institutions comme l'Union européenne. Il y a chaque fois qu'il y a élection de parlement, on essaie de faire prendre tous les mailings des eurodéputés et on leur envoie des rapports sur les violations des droits de l'homme, sur des questions clés, surtout comme quoi, à une époque, il y a eu des attentats, on va dire, de terroristes en Europe, comme ce qu'il y a eu malheureusement à Paris, à Bruxelles, un peu partout. Et nous, on insiste, et peut-être la prochaine rencontre avec l'ambassadeur d'Allemagne qu'on va avoir avec des ONG Amazir, on va lui soumettre cette grande question que pour combattre la radicalisation des jeunes issus, on va dire, des populations d'Afrique du Nord en Europe, le meilleur moyen, c'est de leur faire découvrir leur propre identité, la culture amazigh. C'est le meilleur moyen d'immuniser sa jeunesse, de ne pas tomber dans cette radicalité et qu'ils ne soient pas des mercenaires, on va dire des grands salafistes djihadistes qui se cachent au Proche-Orient. Alors l'identité amazigh, il véhicule des valeurs humanitaires comme le respect à la vie, le respect à la nature, le respect aux animaux, le respect à la femme, les valeurs de liberté, les valeurs, on va dire, de la laïcité. Il faut dire, de les Amazirs, il y avait Covid-19, ça n'a fait que confirmer les idées de laïcité chez la société amazigh, lorsqu'on dit qu'à Amra, ça veut dire le chef de la tribu, il est élu dans la place publique et l'imam, sa place c'est dans la mosquée. Il faut toujours séparer l'espace public de la religion. Et les gens, ils étaient enfermés chez eux et personne ne les a empêchés de ne pas pratiquer leur religion et d'avoir cette relation directe avec Dieu sans intermédiaire. Et là, ça fait partie de la religiosité amazigh. Et sur le plan international, on a eu cette question, comme je vous ai abordé, de la guerre chimique des amis députés catalans. Ils ont soumis au Parlement espagnol, toujours en coordination avec nous. Et nous espérons, surtout dernièrement, 54 ONG amazigh de toute l'Afrique du Nord et de la diaspora
américaines, que ce soit du Canada, des États-Unis et européennes, on a essayé de faire une campagne de diplomatie, de sensibiliser les ministères des Affaires extérieures, comme quoi en Algérie et au Maroc, la langue amazigh est officielle. Alors, tous les accords de coopération qu'ils ont avec nos États d'origine, on va dire le Maroc et l'Algérie, devront prendre en considération la langue amazigh. Chose qu'on ne trouve pas sur le terrain. Ah, pas du tout. Pas du tout. En commençant pour leur dire au moins leurs ambassades et leurs centres culturels qu'il y a sur le sol de Tamazgha devra s'écrire en tamazight, la moindre des choses. Bon, dernièrement, il y a eu le consul français à Agadir, il a parlé au tamazight. C'est une façon un peu de répondre. Justement, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, il a prononcé un discours en tamazight. C'est quand même une très bonne avancée. Oui, effectivement, effectivement. Surtout que la France, il croit qu'un monolinguisme, le fait de parler en tamazight, c'est un très bon signe. Déjà, l'ambassadrice de France au Maroc avait rendu hommage à la présidente de la fondation BMC Bank, Dr Leïla Mziane, pour son engagement à construire des écoles où on enseigne l'amazigh et la langue amazigh. Il avait souligné aussi cette promotion de l'amazirité de cette grande dame. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi que le fait que le Maroc soit un pays ouvert sur le monde et qu'il accueille aussi beaucoup de touristes, est-ce que ça vous a facilité justement l'expression de la langue amazigh dans tous les domaines dans la société ou pas? Où il y a toujours des blocages d'une part et d'autre du pouvoir en place? Mais je n'ai pas compris. Est-ce que l'expression en tamazight dans les administrations, dans les élus publics, dans c'est ça? On sait que le Maroc, c'est un pays très ouvert, il accueille beaucoup de touristes. Oui. Et donc, l'usage de la langue tamazight dans les différentes institutions et même, notamment, si on prend le cas du tourisme, est-ce que ça facilite en fait la promotion de la culture amazigh? Oui, normalement, le Maroc devrait recevoir du tourisme de partout. Je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on est parti à Adrar al-Nirgoud avec des professeurs espagnols accompagnés avec nous, il y avait le caïd. Il nous a dit qu'il faut nous donner le passeport là pour inscrire ceux qui sont venus visiter ce site archéologique. Je lui dis, tu sais, le fait que l'ancêtre de toute l'humanité, l'Homo sapiens, qui a commencé à penser, à utiliser son cerveau, ça a été retrouvé ici. Il faut que le Maroc élimine le visa parce que les gens devraient venir voir leur ancêtre qui a 315 000 ans. Mais malheureusement, ce qui bloque au Maroc, c'est les partis politiques et les hommes politiques qui ont toujours cette idéologie importée du Proche-Orient. C'est l'idéologie ba'athiste et qui, à la fin, ça n'a pas résolu les problèmes sociaux, ni économiques, ni politiques dans les années 70-80 et il s'est transformé, il s'est radicalisé dans l'islamisme politique. C'est encore pire que le ba'athisme arabiste et qui nie l'identité autochtone, l'identité amazigh. Je vous donne un simple exemple pour l'enseignement de la langue amazigh. Normalement, comme l'ONU l'a dit, en répondant un peu à nos rapports, il dit qu'il faut généraliser l'enseignement de la langue amazigh au moins dans le premier cycle primaire. Et pour cela, pour 4 ou 5 millions d'élèves qu'il y a au Maroc, il faut au moins, et c'est l'ONU qui le dit, 100 000
instituteurs, 100 000 professeurs pour cela. Mais le ministre de l'Éducation nationale, qui est Amazir, et qui se dit d'un parti pro-Amazir, le mouvement populaire en l'occurrence, dans les postes budgétaires de l'année dernière, il n'a réservé que 180 postes sur 5000 postes budgétaires. Pour vous dire presque rien. Ça veut dire, ce qui tue le Maroc, il est ouvert vraiment à la question nazir. Le mouvement nazir, il a imposé la reconnaissance de la nazirité comme langue officielle. Il a fait pression pour que la loi organique de la mise en œuvre de caractère officiel de la langue nazir sort et que la loi sur le centre des langues sort aussi. Mais les politiciens ne s'y accompagnent. Et le dernier exemple, il vient du ministre de l'Intérieur, qui est Rifin, qui est un nazir et qui ne veut pas intégrer le tifinagh et la langue amazigh dans les cartes nationales. C'est quelqu'un, en fin de compte, il viole la Constitution, il viole cette loi qui vient d'être adoptée par les deux chambres du Parlement. C'est paradoxal. La majorité, on l'assume, il y a les lois, il y a la Constitution, mais les hommes politiques qu'on a maintenant et qu'on dit dans tous les partis politiques, ils ne sont pas à la hauteur de ce défi ou de ces changements qu'il devrait y avoir. Très bien. Ça, c'est les problématiques justement de l'enseignement de la langue amazigh un peu dans plusieurs pays de Tamazra. Rachid, on vous a écouté tout à l'heure quand vous avez parlé de l'Assemblée mondiale amazigh, de toutes les problématiques que vous rencontrez, que vous essayez justement de médiatiser. Vous avez parlé de la question des terres collectives. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous dire qu'est-ce que c'est et nous éclairer un peu sur cette question des terres collectives? C'est des terres qui appartiennent aux tribus ou à des collectivités, des communautés. Alors, ces terres, elles sont pas, on ne les vend pas. On les vend pas. Et c'est à la communauté de les gérer. Ils ont des représentants tribaux sur ces terres. Ce que fait un peu les autorités à travers une institution, on appelle le Haut Commissariat aux eaux forêts. Ce qu'il fait un peu des pièges, de la malice pour son accaparer du site. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une forêt ou une montagne où il y a des terres, alors il libère des sangliers. Une fois libérés ces sangliers, comme vous savez, ils se reproduisent rapidement d'une façon exponentielle. Et à la fin, viennent les eaux forêts et tu dis c'est interdit de les chasser. Et comme ils sont dans ce territoire, alors ce territoire, on va le délimiter en faveur du Haut Commissariat des airs. Et nous, on a dénoncé cela. On a même organisé une manifestation lorsqu'il y a eu en 2014 ou 2016, je ne me rappelle pas exactement, 60 années, à Marrakech, le Forum mondial des droits de l'homme. Et on a fait une manifestation pour cette question fondamentale. Mais après, bien sûr, ça n'a pas du tout résolu. Il y a eu un problème avec les nomades au sud du Maroc. Et le problème, ça a agrandi à tel point, l'une des plus grandes manifestations des Amazirs, ça a été fait à Casablanca. Ça fait 2 ans de cela. Et après aussi à Rabat, qui était nombreuse. La manif, cette question de délimitation. Qu'est-ce que je voulais dire? Et l'un de nos rapports, on l'a écrit, on l'a envoyé à toutes les institutions internationales que durant presque la colonisation française qui a duré des décennies d'années, de 1900, on va dire 7 jusqu'à 1956, il avait réussi à privatiser
des terres collectives. Je n'ai pas le chiffre clair, d'ici, disons, 10 000 hectares à l'époque, mais dans une dizaine d'années, le Haut Commissariat a privatisé 100 000. Ça veut dire 10 fois ce qu'a fait la colonisation durant toute sa période au Maroc, pour dire que le problème, il est de fond. Et cela, à la fin, provoque l'exode rural. Les gens vont dans les grandes villes parce qu'ils ne trouvent pas de quoi vivre dans leur patelin. Ils sont obligés d'aller dans les bidonvilles. Et dans ces bidonvilles, à la fin, ils ne sont pas vraiment contrôlés. Et tu as, bien sûr, l'idéologie islamiste, salafiste, ça devient un terrain fertile pour recruter. Et c'est pour cela que ça explique un peu les attentats qu'il y a eu à Casablanca en 2003 et ailleurs. Un peu, mais ça continue toujours. Tant qu'on n'arrive pas à créer de la richesse et que les gens s'y impliquent au sein de leur montagne, au sein de leur région, et donner d'importance à ces terres collectives, ils ont droit, l'immigration et les fractures sociales, ça va continuer encore. Donc, vous avez, enfin, au Maroc aussi, il y a ce phénomène de pousser les villageois, les gens qui habitent dans leur village, à y aller dans les villes. Oui, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on défend et qu'on milite sur la régionalisation, l'autonomie des régions. C'est le but. C'est pour que les citoyens restent dans leur entourage, dans leur région. Comme ça, ils seront protégés, ils seront dans leur territoire sain et sauf. Donc, l'objectif, c'est comme il disait Rachid, c'est de créer des richesses pour Oui. ces habitants-là, pour qu'ils puissent rester et vivre déjà dans leur village, dans leur terre surtout. Oui, exactement. Parce que c'est important, enfin, de dire justement, c'est quoi l'objectif? C'est de déposséder ces habitants de leur terre ou... Ben, c'est ça. Et l'un des experts juridiques qu'on avait à l'époque, le pauvre, il nous a quittés, maître Hussein Melki, il le dit clairement. Il dit tu peux défendre sur la langue, sur la culture amazigh, mais si on t'enlève la terre, on t'a enlevé tout. L'identité, elle est vraiment attachée plus à la terre qu'à la langue. Les Amazirs, ils sont très attachés à leur terre, un peu partout dans Amazra, dans l'Afrique du Nord. C'est vraiment, c'est très, très important. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques à aborder aujourd'hui. Et est-ce que vous avez d'autres sujets qui vous sembleraient importants, qu'on n'a pas évoqués et que vous voulez vraiment éclairer là-dessus, ceux qui nous suivent aujourd'hui à l'université d'été? Peut-être le débat là qui est déclenché ici au Maroc sur le droit à introduire les partis politiques ou le droit à faire ou à exercer la politique ou à créer un parti politique à caractère Amazigh. Ça, c'est le débat actuel entre les Amazirs parce qu'il y a des tendances, une tendance qui est pour la création d'un parti politique à caractère amazigh, purement amazigh, des références amazigh. Il y a d'autres militants qui sont pour intégrer les partis politiques qui existent déjà pour les forcer à militer et à défendre la culture amazigh tels que d'autres sujets, d'autres problèmes. Et il y a d'autres militants qui sont contre, ils sont ni pour la création de partis, ni pour l'exercice ou faire la politique. Alors, il y a ce débat-là qui est maintenant très fort entre les militants. Et je trouve que
que c'est très bien. Et dans ce sujet, je peux dire que maintenant, c'est le moment d'exercer on exerce toujours la politique. Lorsqu'on milite, ça veut dire la question est politisée. On fait la politique peut-être dès notre premier pas dans la vie, on fait la politique, mais il faut qu'on entre dans les partis politiques, qu'on exerce cette politique à travers ou dans des partis politiques qui sont des moyens pour mettre nos mains dans la pâte et pour ne pas parce que les Amazirs, nous, malheureusement, on fait des réactions, on attend jusqu'à des actions, on fait que des réactions, on tape sur les institutions, sur les partis politiques, sur les administrations, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on veut? Peut-être cette question, je l'ai dit toujours, qu'est-ce qu'on veut, c'est facile de dire qu'est-ce qu'on veut. Pardon, qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire, c'est facile, mais pour savoir ça, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et faire un plan d'action pour arriver à ce besoin-là, à répondre à cette question. Et je crois que c'est à travers cette implication-là, de nous dans ce domaine-là, ça va nous aider à réaliser peut-être des choses qu'on peut pas faire maintenant. Parce que la Mazir est officielle dans la Constitution, les lois ils sont là, mais adoptées, mais et alors le budget de l'État n'a pas insisté, on n'a pas. Et là, sur le budget, on a fait 3 ans de campagne à envoyer des lettres à tous les parlementaires de la première chambre et du Sénat pour qu'ils dédient un budget conséquent pour la promotion de la mazérité. Ils ne l'ont pas du tout fait, malgré le fait que dernièrement, ils ont sorti la loi sans moyens financiers. C'est comme tu sors une loi vivante. Donc, sans ce budget-là, la Mazir ne doit pas avancer. Et le problème, ça revient un peu à nous-mêmes, aux Amazirs. Nous, les militants Amazirs, au Maroc, un peu partout, mais surtout au Maroc, on est habitués, lorsqu'il y a des élections, on essaie de faire des appels au boycott. C'est facile de faire des communiqués. Et à chaque fois qu'on fait des appels au boycott, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Les ennemis de la mazérité qui s'accaparent des sièges au Parlement et du gouvernement. À un moment, il y avait le parti de l'Istiqlal et maintenant, c'est les islamistes. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, au lieu d'appeler au boycott? Il faut que les Amazirs s'y impliquent sur le terrain et qu'ils votent. Même s'ils n'y arrivent pas à avoir un parti, on va dire Amazir, nationaliste, quoi que ce soit, au moins se concentrer sur 1, 2, 3 formations qui sont en faveur de la mazérité. Mais c'est des millions de citoyens nazirophones qui ont cette conscience amazir. Et le fait qu'ils boycottent, ils laissent la porte à une petite minorité qui gouverne. Je vous donne l'exemple. Les islamistes ils gouvernent au Maroc sur un pays de plus de 30 millions de population. Ils ont aux élections qu'1 million de voix. 1 million, 1,5 million. Rien du tout. C'est rien. Pourquoi? Parce que juste 5 millions qui se sont allés déposer leur bulletin de vote, la grande majorité, ils ont boycotté, surtout des régions amazérophones, il faut le dire, des mondes ruraux et des montagnes. Nous-mêmes, on avait montré dans le journal
dans un village, personne n'est allé déposer son bulletin et ça n'arrange pas du tout la question amazigh. On a la Constitution à notre faveur, on a les lois des Nations Unies à notre faveur, on a tout. Mais si tu n'as pas des parlementaires et des ministres qui ont une conscience amaziriste des choses, on n'arriverait jamais à ce que préconisent ou recommandent les Nations Unies à l'État marocain pour résoudre le problème, on va dire, de cette politique de discrimination raciale institutionnalisée qu'on appelle l'apartheid, à savoir les Nations Unies le disent à l'État marocain, au gouvernement marocain, si vous enseignez l'arabe du primaire jusqu'à l'université, l'amazigh devra avoir les mêmes avantages. Si vous faites la alphabétisation des adultes et surtout des femmes adultes en langue arabe, et ça se fait au Maroc, dans les mosquées, dans d'autres institutions, ça devrait se faire la même chose en langue amazigh. Si tu enseignes la langue arabe aux enfants de l'immigration, tu devras le faire aussi pour la langue amazigh. Et ce principe, il ne l'applique jamais. Aucun gouvernement ne le fait. Et ce qu'on revendique, et c'est une priorité pour nous, ce que devrait y avoir la généralisation de l'enseignement amazigh et qu'il soit généralisé au moins en commençant par le cycle primaire. S'il n'est pas généralisé la langue amazigh, c'est comme à la fin, on va pas avoir ni la terre ni la langue. C'est très intéressant ce que vous dites, Rachid et Amina, sur justement l'engagement qu'il faut voter, qu'il faut investir le terrain, qu'il faut s'engager dans la politique, que ce soit dans des partis dits amazighs ou pas, et être élu surtout. Mais est-ce que vous pensez que aussi, malgré cela, il y a quand même il y a une problématique majeure qui se pose. Tout à l'heure, vous parlez du ministre qui faisait des blocages et vous disiez qu'il est réfin. En plus, il est réfin, mais c'est lui en premier qui a justement mis des blocages pour l'enseignement de Tamazight ou pour autre chose. Parce qu'une fois qu'on est élu, on est dans les institutions, est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain blocage de ce côté-là? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, mais il faut lutter, il faut lutter. Laissez-moi vous dire que la plupart des membres de gouvernement, ils sont amazighs. La plupart des parlementaires, ils sont amazighs. Le président du gouvernement, il est amazigh. Voilà. Mais amazigh, c'est quoi? D'ailleurs, c'est ça. C'est quoi amazigh? Est-ce que c'est lorsqu'on parle d'amazigh, est-ce qu'on juste avoir les gènes ou à parler d'amazigh ou dire ou être né ou je sais pas dans une montagne et ça veut dire amazigh. Non, c'est amazigh, c'est tout un projet, c'est toute une culture, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pour cela que je dis les militants amazighs qui sont vraiment engagés, il faut qu'ils fassent, qu'ils entrent dans les partis politiques, qu'ils défendent, qu'ils soient eux des parlementaires ou elles des parlementaires. Pourquoi à chaque fois qu'on a un problème, on va pas frapper les portes des entre parenthèses, que je vais nommer ça des ennemis ou des gens qui ne connaissent pas leur identité, leur langue, leur histoire. C'est malheureux. Mais il faut lutter, il faut être 2, 3, 4, 5 personnes militants engagés dans un parti ou dans une institution ou dans un gouvernement, c'est mieux qu'avoir une seule personne ou deux personnes. Je vous donne un exemple simple de notre contradiction de militantisme amazigh, de ce qu'on revendique et de ce qu'on ne fait pas en quelque sorte. Lorsqu'on avait fait une campagne
Amina, avec Mariam Dominati, Ahmed Assid et Ahmed Zahid, le comité de défense de la majorité dans l'audiovisuel. C'était un comité pour défendre qu'il y ait la télévision amazigh. Et effectivement, durant 3 ans, on faisait des campagnes, on a envoyé des lettres au Parlement pour qu'il dédie un budget pour ça. Et on allait aux députés, ils nous disent on ne vous comprend pas. Pourquoi vous nous demandez de défendre votre télé amazigh alors que vous avez demandé le boycott des élections? Vous voyez un peu la grande contradiction. Et effectivement, ils ne l'ont pas fait. À l'époque, c'était le gouvernement de Abbas Fassil de l'Istiqlal. Figurez-vous, c'est Amina, en dernière minute, 3 ans après le truc, il est allé au palais royal, il a laissé une lettre au roi directement, lui demandant un budget pour la télévision, et c'est le roi qui l'a débloqué, où la télévision a vu le jour depuis ce moment-là. C'est vrai que c'est un message très très fort ce que vous dites. Bah, il faut faire, il faut demander, il faut investir le terrain. Et c'est vrai que c'est beau cette prise de conscience là sur l'engagement. Il faut que tous les Amazirs justement arrivent à cette. Oui, c'est une autocritique, il le faut. Exactement. À chaque fois, il faut oser se regarder dans le miroir pour faire peut-être 2 pas en arrière pour avancer 3 ou 4 pas en avant. Et c'est pas honteux, c'est pas du tout chômage, non. Mais il faut apprendre de nos faiblesses, de nos fautes, de nos échecs. Mais il faut arrêter, il faut pas se faire aller. Très bien, c'est vrai, occuper le terrain, continuer à produire, à s'engager, à défendre cette amazérité-là. On est vraiment admiratif devant votre engagement, votre combat et toute cette, justement, toute cette énergie-là. Moi, je me demande d'où elle vient, toute cette énergie-là pour faire face à tant de problématiques. Tout simplement, ça vient du cœur. C'est comme ça. On aime, on y donne de sang et de l'âme. On voit bien que c'est vrai que vous êtes nourris de l'amour que vous avez l'un pour l'autre, mais aussi de cette fibre que vous avez pour la culture, pour l'identité amazigh. Amina, quelle maman vous êtes? Là, on va parler un peu famille parce que la famille, c'est important chez. Je ne suis pas maman poule, non, ça c'est loin, mais je suis une maman compréhensive. Je dialogue beaucoup avec mon fils, on rigole et j'apprends beaucoup de lui. J'apprends beaucoup de lui, surtout c'est la technologie, la philosophie. Quelquefois, il philosophe et j'apprends énormément de lui. Et même la langue espagnole, je l'apprends de lui. Et c'est vraiment mon fils, est mon ami et mon maître, si j'ose dire. C'est votre bonheur de la vie. Et Rachid, quel papa vous êtes avec Zéry? Moi, je les laisse avec sa maman. Avec sa liberté. Moi, la seule condition que je lui ai dit, bon, il est un peu exigeant, il aime avoir les ordinateurs du dernier, les téléphones du dernier modèle et tout. Mais ce que je suis exigeant, qu'il me sorte de bonnes notes à l'école. La réussite scolaire, c'est important. Oui, malgré le fait, il est toujours avec les jeux vidéo, avec l'Internet et tout cela. Heureusement, il sort ses notes et l'année prochaine, il va faire le baccalauréat. Très bien. On lui souhaite beaucoup de réussite et on vous souhaite aussi beaucoup de bonheur en famille et la famille justement dans la sphère privée et la famille culturelle que vous défendez aussi. Je vous laisse, on ne va pas tarder à conclure à justement le temps qui est
va vite hein, en parlant de tout cela. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez justement dire? Moi, tout d'abord, je vous remercie beaucoup de cette table, de cette conversation et je peux dire peut-être un message aux Amazirs qu'il faut encourager les femmes. Les femmes, elles ont une grande capacité de faire tout, de faire tout. Juste peut-être ils ont besoin d'une main, d'un coup de pouce pour donner beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour à la chose. Lorsqu'ils sont vraiment engagés, ils font leur travail, ils font leur rôle avec amour et beaucoup de précieux. Et il faut que les hommes imaginaires, il faut qu'ils encouragent ces femmes et parce que c'est le moment. Et parler, une autre chose, c'est parler avec leurs enfants en Tamazir, parce que la première école, c'est la famille. Il faut que la langue amazir, l'histoire, la culture, tout ça, il faut qu'on l'applique chez nous avant de plaidoyer ou avant de demander ça aux autres. C'est à nous comment dirais-je, de l'appliquer et de le demander avec force. Rachid? Je vous remercie de même pour cette très belle initiative de l'Université Amazir et européen. Comme je l'ai vu sur Facebook, ça a été un succès énorme, super, surtout avec ces moments, on va dire, de pandémie qu'on vit un peu partout. Un peu dans le sens qu'avait dit Amina, bientôt je vais faire public un article que j'ai déjà terminé durant le confinement sur le rôle de la femme amazigh dans l'histoire. Et effectivement, la femme amazigh, elle était non pas au second plan durant toutes les périodes historiques de l'Afrique du Nord, sinon elle s'est impliquée depuis tout le temps jusqu'à les guerres de libération dernièrement. Alors, le militantisme amazigh, s'il n'y a pas la femme à côté de l'homme, une militante à côté d'un militant, main dans la main, et y aller de l'avant, on va reproduire un peu ces sociétés, on va dire traditionnalistes, patriarcales, traditionnalistes, qui ne font pas avancer vers l'avenir et le bien-être social de tous. La femme, la société, la culture, la civilisation amazigh est le pilier de la société. Il devrait revendiquer ce rôle et y aller tous vers de l'avant. تمت بهرة pour cette émission et merci beaucoup de nous avoir pensé à nous. Merci beaucoup à M. Mustafa Sadi qui nous a invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amina, merci beaucoup Rachid. En parlant des femmes et le combat des femmes, je tiens à saluer la mémoire de Gisèle Halimi qui nous a quittés récemment, une grande femme amazigh qui s'est battue toute sa vie pour les droits de la femme justement, qui a même écrit un livre sur la reine El-Kaïna. Aujourd'hui, Gisèle Halimi, elle reste un exemple, c'était une femme distinguée, elle reste un exemple pour les femmes amazigh aussi dans le combat, dans la lutte et dans sa détermination surtout. Donc, on est
très, très contente de vous avoir parmi nous durant cette université d'été. L'université d'été continue demain avec une autre conférence avec Kamel Mustafa. Lui, il va nous parler de l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale de la langue amazigh. Donc, soyez au rendez-vous demain à 19h sur la page Facebook européenne Amazigh Université. ثنمير ثنون يوجد كل غير تفارون تسداويث تمازيغ ونبذو اسكاد غادا سراي لك كمال مصطفى نسدي مسلاي غف الانتيليجنس ارتيفيسيال عقل نتا غوش تمسلايث قبايليث ثنمير ثنون.